Il y a des sujets qu'il est plus agréable de traiter que d'autres. Entre autres parce qu'on les aime davantage. Saint Thomas, en parlant des vertus, dit qu'on peut parler des vertus parce qu'on a appris des choses là-dessus. Et on peut parler des vertus parce qu'on les a éprouvées. Vous savez, on peut faire des traités sur le courage sans être particulièrement courageux, et on peut être un homme très courageux sans nécessairement être capable de disserter là-dessus. La paresse, ça tombe bien, n'est-ce pas? Il y a des défauts ou des vices, ou des petites manières de faire, qui ne sont plus ou moins connaturelles, qu'on connaît, qu'on habite, on vit avec, on apprend à traiter avec. Donc paresse, procrastination et devoir d'État. Un sujet absolument excellent. Donc je vous propose que je parlerai à peu près une quarantaine de minutes et après nous prendrons le temps de discussion, si vous voulez bien, si ça vous convient. Je parlerai d'abord de la procrastination, avant de parler de paresse dans le sens plus ou moins classique du terme. J'ai découvert un peu par hasard et avec un immense bonheur un livre qui apparemment n'a rien à voir avec la théologie morale, qui est un livre d'Yves Citeaux qui s'appelle « Pour une écologie de l'attention ». C'est un sujet qui pour moi était absolument inattendu et j'ai découvert plein de choses en le lisant. Pour une écologie de l'attention. Et il construit son livre d'une manière un peu étonnante parce qu'au lieu de commencer comme on aurait fait l'attention individuelle, l'attention personnelle, puis l'attention de groupe et enfin l'attention dans la société, lui il construit dans l'autre sens. Il dit voilà comment fonctionne l'attention sociétale, une économie de l'attention, comment après ça va fonctionner dans le groupe. Nous venons de faire une petite expérience. Comment est-ce qu'on fait pour focaliser l'attention du groupe qui était dispersée par la multiplicité des discussions privées? Et enfin, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on accompagne une attention personnelle? Et entre autres, au début, il évoque une thèse qui m'a paru extrêmement intéressante et très éclairante. Il dit la chose suivante. Il y a les sociétés qui manquent d'informations, et où l'information est une immense richesse. En quelque sorte, les milieux dans lesquels rien ne se passe. Et donc les nouvelles sont carrément une monnaie d'échange extrêmement prestigieuse. Et il y a les sociétés comme la nôtre, avec la surproduction d'informations. Et du coup, cette surproduction de l'information exige cette ressource qui est non renouvelable, qui est limitée, qui est la ressource de l'attention. Et d'où cette idée de parler de l'économie de l'attention, de marché de l'attention. Et c'est une manière de voir les choses qui me semble être extrêmement intéressante. Parce que tout d'un coup nous découvrons que les réalités existent parce que nous leur prêtons notre attention. Et que nous découvrons très vite, en entrant surtout dans les études plus ou moins sérieuses, que l'attention, la concentration, la capacité de travail, le temps, est une ressource la plus précieuse parce qu'elle n'est absolument pas renouvelable. Parce qu'elle n'est absolument pas renouvelable. Et toute la question de la procrastination, de la paresse, c'est en quelque sorte une question non seulement éthique, morale, organisationnelle, c'est aussi une question économique. Comment est-ce que je gère cette ressource? À quoi est-ce que je vais donner cette ressource? Parce que, et je vais parler longuement en son temps de la question de multitâche et de monotâche, notre capacité d'attention est limitée. Et au fond, qu'est-ce qu'on appelle une procrastination? Cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, c'est pas tout à fait exact.
il y a des riens très multiples qui s'accumulent et qui occupent l'espace mental, qui occupent l'espace de notre esprit, les petits divertissements, les tâches plus ou moins importantes, qui en se cumulant ne nous permettent pas de nous lancer dans une vraie grande tâche qui est devant nous parce qu'elle semble être peu gratifiante, parce qu'elle est longue, parce que, semble-t-il, elle, cette grande tâche, peut atteindre. Je le ferai demain. Ça y est, j'ai décidé demain j'y vais, dès le matin, je m'y mets, et enfin, je vais m'occuper de ce devoir, de ce livre à lire, de ce dossier à finir, de ce texte à rédiger, et en attendant, est-ce que je fais rien? Non, il y a 50 000 choses qui occupent mon attention. Et donc, Citon, entre autres, évoque le sujet en disant que avant, dans la société où l'information était relativement rare, c'est la richesse qui produisait l'attention, n'est-ce pas? C'était des personnages importants qui devenaient connus. Dans notre économie de l'attention, c'est l'attention qui produit la richesse. C'est quelqu'un qui est connu, qui devient riche parce qu'il est connu. Et sous ce rapport-là, le temps des études, c'est le temps de l'investissement d'une ressource la plus importante, qui est notre attention, notre temps, surtout que vous êtes dans l'âge de votre vie où cette attention a une fécondité, a une richesse, une puissance particulière. Vous êtes à l'âge de votre vie où en 2-3 ans, vous pouvez acquérir des compétences et, on va y revenir après, vous façonner de telle sorte que cela déterminera très grandement la qualité de votre expérience professionnelle, de votre expérience humaine, la qualité des décennies de ce qui va suivre. Un peu le pari que font assez régulièrement ceux qui s'engagent dans les classes de prépa. Voilà, il y a quelques années de bail, mais cela permet de nous structurer de telle sorte qu'on puisse avancer dans la vie d'une manière plus juste, plus féconde, plus heureuse. Mais pour revenir à notre auteur, quand j'ai donné le titre, il parle, lui, de l'écologie de l'attention. Pas uniquement de l'économie de l'attention, mais de l'écologie de l'attention. Autrement dit, de quelque chose qui peut être harmonieux ou peut ne pas l'être, quelque chose qui peut être pollué, quelque chose qui peut devenir dysfonctionnel. Et au fond, parler de la procrastination, c'est parler de l'espace mental pollué. C'est parler de l'espace mental pollué. Et là, il y a quelque chose de très étonnant. Et si on fermait les fenêtres? Non, on ne respire plus. Hein? Vous entendez? Ah bah très bien, parfait. Si vous entendez bien, alors ça. Donc il y a quelque chose de très, très paradoxal des dinosaures comme moi, pour qui la question de l'écologie n'existait absolument pas et semblait être quelque chose de très lointain, pour ne pas dire exotique. C'est une sorte d'étonnante contradiction. C'est comme dans l'école où on s'enfonce dans le tout numérique, tout en sachant que tout numérique signifie polluant. Il n'y a rien de plus écologique que d'écrire avec la craie sur le tableau, mais néanmoins, c'est vers le tout numérique qu'on va s'orienter. Et je pense que c'est très bien d'aborder la question de notre attention, de notre manière de travailler aussi, par le biais d'une certaine écologie antérieure. À l'époque, on aurait dit d'une certaine hygiène de notre attention, de notre esprit. De fait, nous vivons dans un univers où notre attention est sans cesse
sollicité et sur-sollicité et en quelque sorte surpollué. Et c'est assez amusant de voir les gens qui sauront être très attentifs au contenu des produits qu'ils mangent, mais qui vont consommer les produits numériques sans aucune distinction, sans aucune ségrégation, voire même sans absolument mettre des filtres, n'est-ce pas, avec les choses qui se déballent à la longue et qui dévorent l'attention et donc ne permettent pas de se mettre à faire ce qu'on juge nécessaire de faire. Donc je pense qu'une des premières choses que j'aimerais vous proposer ici dans cette longue introduction, c'est d'essayer de devenir un peu les ayatollahs de l'écologie de votre attention. Les ayatollahs de l'écologie des images qui tombent sous votre regard, des vidéos qui attirent votre attention, de ceux qui choisissent en quelque sorte à votre place d'attirer votre attention, ceux qui décident à votre place du temps que vous allez accorder à ceci ou à cela. Je pense qu'il y a une sorte d'espace antérieur à reconquérir, et qui dit l'espace antérieur dit aussi le temps que nous possédons. Entrons maintenant, si vous voulez bien, un peu dans le vif du sujet avec les choses extrêmement pratiques. Extrêmement pratiques. Basiques, bêtes, que vous connaissez tous, mais c'est utile parfois de les redire. La première chose, pour travailler sérieusement, il faut accepter le mode monotâche. Je sais très bien qu'on a l'impression qu'on arrive à mieux se concentrer parce qu'il y a un bout de musique qui se promène et quelque chose, et ceci et cela, à la longue. Ce n'est pas vrai. Je suis à peu près sûr que vous n'accepterez pas passer dans le bloc opératoire d'un chirurgien qui, pendant qu'il vous opère, écouterait de la musique, répondrait à des SMS et entretiendrait la conversation avec ses collègues. Probablement, à ce moment-là, vous préféreriez que le chirurgien se consacre à vous pour ce qu'il a à faire dans ce moment-là. Autrement dit, les choses sérieuses exigent une certaine ascèse de monotâche. Oui, mais ma capacité d'attention est plus grande que ce que la matière qui est devant moi demande. Ce n'est pas vrai. Simplement, je ne suis pas encore entré réellement dans la matière, et c'est pour cela qu'elle ne demande pas mon attention. Et cette entrée dans la matière exige une certaine ascèse, un peu comme lorsqu'on enfonce le ballon dans l'eau, il remonte à la surface. Donc pour entrer dans le travail sérieux, il faut accepter cet effort où on entre dans le rythme du travail, on entre dans le temps de travail et on choisit d'accorder une attention de qualité pour ce qu'on a à faire. Et on choisit d'accorder l'attention de qualité pour ce qu'on a à faire. D'une certaine manière, la procrastination signifie qu'à aucun moment je ne me mets réellement à faire ce que j'ai à faire. Un autre petit élément. Organiser le temps signifie en premier lieu organiser l'espace et organiser les espaces. Où est-ce que je travaille? À quoi ressemble le bureau où je travaille? Et au fond, et là j'en suis absolument pas exemplaire là-dessus,
l'état de bureau dit très exactement la qualité de l'attention que je vais porter au sujet dont je vais m'occuper. Et c'est pour ça, peut-être vous avez tous fait cette expérience, qu'au moment donné, quand on n'en peut plus, quand il faut travailler, on abandonne son bureau qui s'est transformé à une sorte des couches géologiques de toutes les choses sur lesquelles on est en retard, et on part ailleurs, à la cuisine, je ne sais pas, dans la bibliothèque universitaire, que sais-je, quelque chose qui permettra d'avoir un espace où je peux organiser les éléments matériels de telle sorte que mon attention pourra s'appliquer. Cela signifie que dans le temps de mon organisation, je fais ce que fait n'importe quel apprenti de l'artisanat, mais qui, je ne sais pas pourquoi, on ne fait pas, peut-être en pensant que ça ne s'applique pas à des métiers un peu plus intello. Tout comme dans l'artisanat, on commence par préparer son espace de travail et on termine en rangeant son espace de travail. Voilà. Ce que ferait n'importe quel cuisinier ou n'importe quel charpentier, vous devez faire exactement la même chose si vous voulez que l'espace qui est devant vous soit l'espace de travail. Autrement dit, je sais ce que je fais parce que je sais où je suis. Si je suis dans un espace qui est à la fois le lieu de récréation, de divertissement, de convivialité, de je ne sais pas quoi encore, comment voulez-vous que je fasse quelque chose de précis et de concret? Et bien sûr, les choses immédiates et apparemment plus gratifiantes passeront toujours avant une tâche longue et une tâche ingrate. Donc, si je veux sortir de pièges de procrastination, il faut que j'ai dans mon esprit une vision assez claire, non seulement de l'emploi du temps que je me propose. Je sais que demain, j'aurai tel rendez-vous, j'aurai telle chose à faire, j'aurai ceci à rédiger, j'aurai cela à faire, et je prépare le temps pour cela, et aussi je prépare l'espace qui me permettra de le faire. Si je veux me mettre mes idées dans l'ordre, qu'est-ce que je fais? Je range. En cela, si vous êtes pris dans une sorte de piège de procrastination, vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que Netflix vous a dévoré, que sais-je encore. Il y a parfois les moments où on y tombe, on ne s'en sort pas. Par quoi commencer? Commencez par ranger l'espace dans lequel vous vivez. Donnez-vous 2 heures, 3 heures, 4 heures de gros ménage dans votre chambre, dans votre bureau. Classez, réglez. Une fois vous vous retrouverez dans l'espace propre, vous découvrirez étonnamment que votre esprit est devenu disponible et là, vous êtes prêt à faire ce que vous avez à faire. Entre autres, pourquoi cela marche? Parce que, comme disaient, n'est-ce pas, les anciens, Arsum, Gavita Brevis, l'art et la science sont infinis, et la vie est courte, le savoir est inépuisable, on n'a jamais fini à faire tout ce qu'on a à faire dans le domaine du savoir. Nous avons du mal à mesurer le résultat. Tandis que dans une activité physique, dans une activité matérielle, dans une activité artisanale, dans une activité de rangement, j'ai le résultat. Et ce résultat m'introduit dans la logique, dans une dynamique d'activité productive. Voyez-vous, je commence à faire les choses qui me motivent pour continuer. Parce que autour de moi, il y a davantage d'ordre, de clarté, de l'air frais, finalement. Donc, organiser les espaces. Organiser le temps. Et qui dit organiser le temps, signifie, à mon sens, mais après il y a des écoles, signifie, à mon sens, organiser son rythme. Organiser son rythme. Et qui dit rythme, dit séparation des activités.
Où est-ce que je perds le temps? Je perds le temps dans les zones grises, qui ne sont ni le travail ni le divertissement. Je commence à chercher quelque chose qui est en lien avec le sujet que j'étudie, et paf, je me retrouve sur YouTube ou je ne sais pas quoi encore. Loin, 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 loin. Il faut qu'à chaque instant, je sache ce que je suis en train de faire. Comme disait Thérèse de Vella, quand je jeûne. Quand je mange des cailles, je mange des cailles. Donc, quand je travaille, je travaille. Quand je me divertis, je me divertis. Je ne suis pas entre les deux. Et bien sûr, il est tout à fait illusoire de dire « je passerai toute la journée à travailler », sauf bien sûr à tomber dans un état d'amorque soutenu par des choses énergétiques, parce que demain, il faut rendre 50 pages, et on y est lancé. Ah oui, d'accord, 24 heures, mais après... Pour tenir le rythme, c'est pas je vais travailler toute la journée. Cela signifie que j'aurai 3, 4, 5 plages de travail. Plage de travail, c'est 40, 45, 50 minutes. Ces plages seront séparées par ceci ou par cela. Et je sais où je suis dans ce rythme-là. N'est-ce pas? Gérer le temps ne signifie pas uniquement de bloquer dans son agenda 3 demi-journées pour faire ceci, cela signifie placer 6 créneaux de, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 minutes, selon votre capacité d'attention, qui seront coupés par d'autres activités. Les rythmes qui donc séparer les phases. Cela signifie aussi, et ça c'est très désagréable, aménager des sas. Parce que pour entrer dans une activité, il faut du temps. Pour entrer dans une activité, il faut du temps. On disait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai, qu'il faut 15 minutes pour se mettre à. Pour se mettre réellement à écrire, à écouter, à lire sérieusement, disait-on, il faut 15 minutes. Et là, vous voyez qu'on entre dans une sorte de concurrence absolument insupportable entre la capacité d'attention immédiate qui est de 15 secondes, la capacité d'écoute immédiate qui est de 3 minutes. Donc si en 3 minutes, l'orateur n'a pas relancé en sujet une blague, en gesticulation, que sais-je encore, je décroche. Là, comment tenir entre ces 15 secondes et 3 minutes et 15 minutes nécessaires pour m'y mettre? Il y a un aspect clairement pénible de la chose qu'il faut épouser, voire même être un peu maso et aimer. La tentation, un autre petit point, de la gestion en flux tendu. Nous sommes devenus la société, merci capitalisme libéral, moins de stock, plus de flux, flux tendu. Ça passe. Non, mes amis, pour faire des choses de qualité, ça ne fonctionne pas comme ça. N'est-ce pas? Les choses de qualité, et donc vos études, si on veut que ça soit quelque chose de qualité, ne se structurent pas à flux tendu. Cela suppose qu'on pose et qu'on repose, qu'on se donne le temps de revenir, de reprendre, qu'on prévoit large, qu'on relira le texte encore une fois avant de le rendre, qu'on reparcourra le texte encore une fois, même si on l'a déjà lu. Autrement dit, si je suis entré dans la logique de flux tendu, cela signifie qu'il faut commencer très clairement à lever le pied quelque part. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu ou non, il y avait un magnifique film, Hannah Arendt, consacré à Hannah Arendt. Et un des images qui revenait régulièrement, qui visiblement agaçait son entourage, il y a les journalistes qui veulent qu'elle rende le manuscrit. Et elle passe du temps à être allongée sur sa couchette et à fumer. Il y a les piles des documents qui sont accumulés parce qu'il doit rédiger son fameux livre qui deviendra Ishmael à Jérusalem.
Il faut du temps pour penser. Il faut du temps pour assimiler. Il faut donner du temps. Et là où les journalistes pensent qu'il ne fait rien parce qu'il est sur sa couchette en train de penser, en réalité, il fait la chose la plus importante qui permettra la production de ce livre. Et il pense ce qu'il a à dire, et une fois il aura à le dire, et il le dira aisément. Autrement dit, un des immenses problèmes des rédactions que nous n'arrivons pas à commencer consiste dans le fait qu'on n'a rien à dire. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le dire. Parce que précisément, il manque cette matière qui s'acquiert par les choses de fond. Et là, cela nous amène à la question pour laquelle je vais clore cette petite partie sur l'attention, procrastination, organiser le temps et l'espace. Dans le travail intellectuel, il y a à la fois l'ascèse et le plaisir. L'ascèse et le plaisir. L'ascèse parce que cela demande de l'endurance. L'ascèse parce que cela demande à faire des choses qui ne sont pas d'emblée agréables. Et voyez-vous, ici, il y a une immense difficulté dans le rapport au travail. Si j'attends que mon travail me rend heureux ou heureuse immédiatement, non, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas pour ça qu'il existe dans la vie. C'est le travail bien fait qui participera partiellement à notre bonheur. Si je considère mon travail d'emblée comme le lieu de l'épanouissement, la quête de sens, et tout dans ma vie dépend de cela, probablement je ne survivrai pas à l'épreuve du rêve. Il y a bien sûr dans le travail et dans le travail intellectuel cette phase assez douloureuse et en même temps délicieuse. Voilà. Le jour se lève, il faut tenter de vivre. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et quelque chose qui commence, qui n'est pas d'emblée agréable, exaltant, stimulant, intéressant. Et mes amis, cela ne doit pas être tel. Parce que c'est nous qui nous devons à la vérité. C'est nous qui nous devons à l'effort. C'est nous qui nous devons au travail bien fait. Ce n'est pas le travail qui se doit à nous. Ce n'est pas la matière qui est censée de combler mon âme. Ou d'une certaine manière, il va me combler dans la mesure où je pourrais me donner à. Vous voyez, se donner au travail. S'adonner au travail. Et parce qu'on donne de sa personne, de son temps, de son énergie, parce qu'on acquiert une vraie maîtrise, parce qu'on a une vraie savoir-faire, parce qu'on a une véritable virtuosité, cela produit un véritable très grand plaisir. Voyez-vous, ce plaisir s'acquiert lorsqu'on a accepté de sacrifier l'immédiateté du résultat. Et vous voyez, l'immense enjeu de la procrastination, c'est l'immédiat contre les choses à long terme. La procrastination, c'est le combat de l'immédiat à gagner sur quelque chose qui se vit à long terme. Et ce bonheur, cette joie, aussi cette immense liberté du métier possédé et exercé, s'acquiert par l'exercice. 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 En quelque sorte, une virtuosité, ou comme disaient d'autres, un métier d'homme. Et bien sûr, si ce que je fais profondément ne m'intéresse pas, je ne vois pas comment à la longue on peut y persévérer. Voyez-vous, ce n'est pas uniquement la question de l'effort vertueux, style la charité, c'est l'amour par lequel on aime ce qu'on n'aime pas. Voilà, c'est d'autant plus vertueux qu'on ne l'aime pas. Pas comme si le travail c'était des épinards, on ne les aime pas, mais il faut les manger quand même. C'est la question de l'amour. Il faut qu'on aime à faire ce qu'on fait, même si dans l'immédiat cela ne procure pas du plaisir.
Et cela nous amène à ce point extrêmement important, banal, mais qui nous rapproche de ce sujet du devoir d'État. Il y a d'un côté la sanctification du travail, et il y a la sanctification par le travail. Il y a la sanctification du travail, et il y a la sanctification par le travail. La sanctification du travail, cela signifie que le bon Dieu n'est pas indifférent à ce que vous faites. Probablement, l'immense majorité d'entre vous se trouve dans le moment de sa vie où l'étude occupe une place prépondérante dans votre emploi du temps, ou dans vos soucis, communément, dans vos préoccupations. La connaissance de vérité, de toute vérité, n'est pas indifférent à Dieu. Si Dieu vous a donné l'intelligence, il veut que vous en serviez. Et là, nous commençons à apercevoir, entre autres, un aspect extrêmement important. Travailler intellectuellement ne signifie pas accumuler des savoirs, des compétences. Il s'agit très exactement de se former. De se former. Quel homme et quelle femme vous serez dans la possession de votre métier à la fin de vos études. De se former. Avec bien sûr la capacité de penser, de décider, de juger, d'appliquer les connaissances acquises, mais du coup de rendre bonne l'œuvre qui vous est confiée. Rendre bonne l'œuvre qui vous est confiée. Sanctifier le travail. Il faut que ce que vous faites, ça soit bon. Et vous le savez très bien, c'est quand même un immense défaut de petit univers catholique, ou du fait que, où c'est catholique, ça peut être fait n'importe comment. Mais c'est catholique. C'est mal dessiné, c'est mal écrit, c'est mal présenté, c'est pas professionnel, c'est pas bon ce que vous faites. Mais c'est pas bon. Oui, mais c'est catholique, vous comprenez, non, nanana. Ce n'est pas bon. Ah oui, mais la société ne nous aime pas parce qu'on est catholique. C'est pas bon ce que vous faites. Oui, mais dans l'éducation, voyez-vous, la qualité de la chose faite qui parle d'elle-même, qui s'impose d'elle-même, qui rayonne d'elle-même. Sanctifier le travail. Il faut que ce que vous faites soit bon. Si ce que vous faites est médiocre, je ne dis pas que votre vie en pâtira, mais quelque chose dans votre vie restera médiocre. Quelque chose. Petit quelque chose, grand quelque chose. Sanctifier le travail. Et le faire pour le Seigneur. Et aussi la sanctification par le travail. La sanctification par le travail. Parce que le travail nous renvoie à notre médiocrité, à notre paresse, à notre peu d'intérêt. Elle nous oblige, l'étude nous oblige, l'engagement nous oblige, le travail nous oblige en véritable perfectionnement. Et il est toujours très facile de dire que c'est notre entourage qui, c'est la société qui, c'est les circonstances qui font que cela ne marche pas. Oui, dans tel ou tel cas particulier, soit à la longue, le travail, notre travail, est le miroir qui nous dit très clairement ce que nous sommes. Donc, pour reprendre l'anecdote racontée par David Macaire, frère de notre province, concernant la préparation des sermons et des interventions, il aimait beaucoup raconter une petite histoire d'un curé
qui prêchait beaucoup par l'inspiration du Saint-Esprit. Et voilà, le Saint-Esprit l'inspire et il dit. Et voilà qu'arrive la messe de Noël, la messe de minuit, et juste avant de célébrer, il est dans sa sacristie. Il dit, alors Seigneur, inspire-moi ce que je dois dire. Et là, il entend très clairement la voix antérieure qui lui dit, tu diras, je suis un feignant. Je suis un feignant. Et voyez-vous, ça s'acquiert. Et cette paresse nous renvoie à ce que nous sommes. Ce n'est pas la question des circonstances uniquement extérieures. Je ne parle pas ici des cas un peu limites, je parle de quelque chose de général. La sanctification par le travail. Et du coup, cela nous renvoie à tout un domaine de la vie vertueuse, au-delà de la question de l'organisation, comment on gère son temps et de quelle couleur sont nos crayons pour marquer les rendez-vous. La paresse, qu'est-ce que c'est? Du point de vue moral. Quand Thomas va penser la paresse, va parler de la paresse, pigrizia, on dit en latin, pigrizia, qu'il décrit comme une certaine crainte devant un travail excessif ou qui paraît nous dépasser, qui fait reculer la volonté devant l'action. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette définition, une certaine crainte devant un travail excessif ou qui paraît nous dépasser, il fait reculer la volonté devant l'action et nous renvoie à tout un domaine des vertus qui, chez saint Thomas, sont les vertus liées à ce que lui, il va appeler dans son jargon scolastique l'irascible. C'est très facile à comprendre en fait. Chez Thomas, il y a comme deux capacités fondamentales de notre âme qui nourrissent les passions. La capacité désirante et la capacité de combattre. Voilà. Cette capacité de combattre, c'est ce qu'il va appeler l'irascible. Et on pense souvent que les vertus se façonnent sur l'amour, sur la gentillesse, sur la bonté. Ça, c'est la capacité désirante. Et c'est très bien. Et ça va donner toute une série de vertus. Mais il y a aussi les vertus qui se façonnent sur la capacité de combattre. Les vertus de l'irascible. La force, l'endurance, la patience, le courage. Ces vertus entrent en jeu lorsqu'il s'agit d'affronter un bien ardu. C'est un bien, il est désirable, mais il est difficile. J'y vais quand même. Voyez-vous, la paresse, oui, c'est un bien, mais je n'ai pas envie d'y aller. Voilà notre petit mouvement de procrastination. Je sais que c'est bon, mais je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Voilà une certaine crainte, un certain recul devant un bien exigeant, devant un bien grand. Et comme toute vertu, et c'est là la bonne nouvelle, comme toute vertu, les vertus de l'irascible s'exercent. Les vertus grandissent par exercice. Et ce qui au début était un peu difficile, complexe, incertain, tombé plus ou moins juste, à force de répéter les petits actes, devient aisé, puissant, et, ce qui est très important, plaisant. Voyez-vous, on aime cet effort. C'est pas comme un sportif qui a appris à aimer l'entraînement même si l'entraînement comporte quelque chose d'ascétique. D'ailleurs, le terme même de l'ascèse vient dans le vocabulaire grec de cette idée de l'effort sportif, de la privation des sportifs. Voilà, il faut que nous puissions entrer dans la vie d'étude comme un sportif entre dans son espace d'entraînement. Un effort, certes, pénible parfois, certes, mais aussi puissant,
qui permet de grandir, qui grandit par la répétition des actes, qui grandit par jusqu'à devenir une sorte de virtuosité. La vertu de la force. Qui dit en devoir d'état, qui dit en bien qui est difficile, dit la vertu de la force qui permet d'y tenir, de recommencer, d'espérer. Espérer. Pourquoi? Parce que il se peut qu'avant le péché originel, le travail était immédiatement en plaisir. Dieu crée l'homme pour qu'il garde le jardin et le cultive. Et tout semble pousser tout seul. Et vous vous souvenez qu'après la chute, dans ces paroles que Dieu adresse à l'homme, il y a entre autres cette pénibilité du travail. N'est-ce pas? La terre te produira épines et ronces, et tu mangeras ton pain dans le sueur de ton front. Voilà. Manger son pain dans le sueur de son front, qu'est-ce que c'est? Une malédiction ou un remède? Ou un remède? Ou un remède à cette immédiateté? Je veux m'emparer par mes propres forces du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, immédiatement, sans effort, sans rien attendre. Remède. Le travail est un lieu d'une certaine rédemption, d'une transformation profonde de notre être. Jésus charpentier. Jésus charpentier. Comme disait la même Thérèse d'Avila, que diable vous trouve toujours occupé. Occupé ne signifie pas affairé. On peut être affairé avec Netflix ou des choses sans valeur. Le travail que je suis en train d'accomplir, je sais ce que je fais. Et je terminerai en disant cela. Sur quoi travaillons-nous? Lorsque je me mets à mon bureau, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a devant moi cet emploi du temps, lorsqu'il y a cette journée qui se lève, sur quoi travaillons-nous? Sur nos copies, sur nos manuels, sur nos polycopiers? Nous travaillons fondamentalement sur nous-mêmes. Nous travaillons fondamentalement sur nous-mêmes. Quel sera, nous disons un peu trop long, quel homme je serai dans 30, 40, 50 ans? Quelle femme je serai dans 30, 40, 50 ans? Quand je pense à mes 50 ans, à mes 75 ans, quel homme je veux devenir? Quelle femme je veux devenir? Quel est cet homme que je veux être, de sorte qu'en regardant derrière moi, je puisse dire, cette vie était peut-être complexe, difficile, ardue, mais elle était bonne. Voyez-vous, elle mérite d'être vécue. Cela ne signifie pas qu'elle est facile. Cela ne signifie pas qu'elle est plaisante. Cela ne signifie pas que c'est la vie d'un succès immédiat. C'est une vie qui mérite d'être vécue. C'est une vie dont je peux être fier, et quel homme je serai, quelle femme je serai. D'une certaine manière, quand je commence ma journée de travail, je façonne cet homme, cette femme que je serai ce soir. Sur quoi je travaille? Je travaille sur ce que je serai ce soir. Et je pense que nous avons dans notre esprit ces deux expériences si radicalement différentes, où nous avons passé une journée avec un véritable effort intellectuel, avec un véritable effort physique, avec un véritable lieu de rencontre, d'amitié, d'échange, de convivialité. Et voilà comment on se sent le soir. Et une journée dévorée par des riens, et comment on se sent le soir.
Voyez-vous, on arrive vers cette soirée, en quelque sorte, avec une journée pleine ou une journée remplie de vide. On n'est pas pareil. Voyez-vous, on n'entre pas dans le repos de la nuit de même manière. Sur quoi travaillons-nous? Bien sûr, sur nos copies, sur nos textes, sur ceci, sur cela, mais nous travaillons sur nous-mêmes. Nous travaillons sur nous-mêmes. Et ultimement, même au niveau professionnel, n'est-ce pas, votre futur employeur n'embauchera pas en diplôme. Il embauche quelqu'un. Celui qui réussit dans la vie professionnelle, ce n'est pas un CV qui se promène tout seul. C'est un homme, c'est une femme qui a des qualités, des compétences, un savoir-faire, une sorte de qualité de vie, une qualité d'être. Une qualité d'être. Ce qui nous ramène en quelque sorte à cette question de l'écologie de notre temps, de notre attention, de ce qui nous entoure, parce que c'est ça ce qui produit cette qualité de ce que nous sommes à la longue. Et donc, vous voyez que ici, entre la sainteté et le travail bien fait, il y a un lien extrêmement fort et assez immédiat. Et puis, je terminerai par cela, l'imperfection fait partie de la croissance. L'imperfection fait partie de la croissance. Donc, demain, on tâchera de faire un tout petit peu mieux. Mieux ne signifie pas plus. Mieux ne signifie pas d'emblée avec davantage d'efforts. Mieux signifie avec plus de rythme, de respiration, d'attention, de présence, d'exactitude, de classe, de joie, de qualité de ce que vous avez à produire. Et bien voilà. On va prendre le temps de questions, si vous voulez bien. On peut quand même faire quelque chose qui soit catholique et de bonne qualité. J'espère. Je rappelle, pour introduire le temps de questions, que cette année, les questions intéressantes et stimulantes sont récompensées par le gain des affiches censurées par les autorités légitimes qui sont une maison que vous n'avez pas le droit d'afficher dehors, et que vous avez le droit d'afficher dans le colloque, parce que c'est rigolo. Donc, la meilleure question gagnera un beau Louis Xavier. Très bien. Est-ce que Louis Xavier lui-même est dans la salle? Non, Il est en dehors. Très bien. Ah, je vous en prie. Je n'ai pas parlé trop du devoir d'État. Voyez-vous, qu'est-ce que le devoir d'État? Et c'est une immense question spirituelle en réalité. Nous pouvons avoir, voire même nous avons une certaine idée de notre sainteté. Dieu nous attend dans ceci, Dieu nous attend dans cela. Je serai saint, je serai un bon chrétien, je croîtrai dans la vie spirituelle lorsque je ferai ceci, ceci, ceci et cela. Et parfois nous avons dans notre tête toute une liste des choses qu'il serait bien de faire pour que ma vie spirituelle grandisse. Et bien sûr que notre conversion à la longue concerne en grande partie la conversion de notre idée, de notre sainteté. Nous pensons que Dieu attend de nous ceci, ceci, ceci et cela, et Dieu attend de nous autre chose. Et Dieu attend de nous autre chose. Du coup, la question cruciale et crucifiante, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? De moi. Et il y a dans la réflexion des auteurs spirituels, il y a d'abord ce qu'ils vont appeler la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il y a ce qu'ils vont appeler la volonté de Dieu signifiée. C'est-à-dire, le bon Dieu a bien signifié ce qu'il attend de nous. Il vous dit, voilà mes commandements.
Voilà ce qu'il faut faire. Là, il l'a signifié. Il l'a signifié. Mais aimez-vous les uns les autres, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le prochain comme toi-même. Cela peut s'incarner de 50 000 manières, voire même d'autant de manières qu'il y a dans ce temps, dans notre vie. Et en cela, cette volonté de Dieu signifiée va se compléter par ce que Dieu attend de moi ici et maintenant. Et en quelque sorte, un moment intermédiaire, c'est précisément ce qu'on va appeler les devoirs d'État. Faire ce que je suis, ce que je dois faire, parce que j'occupe cette place-là, parce que Dieu m'a placé ici, parce que je suis père ou mère de famille, parce que j'occupe telle fonction, parce que je fais ce métier, parce que j'habite en ce lieu. Cela me dit assez clairement ce que Dieu attend de moi. Si je suis prof, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que je sois un bon prof. Et ma sainteté passera par le fait d'être un bon prof. Et être un bon prof ne signifie pas d'abord augmenter le nombre de chapelets que je dis par mes élèves, ce qui est une bonne chose, mais de préparer mes cours, de les donner aussi bien que je peux, et aussi prier pour mes élèves pour que je puisse le faire. Autrement dit, nous avons un certain devoir d'État. Et en très grande partie dans notre vie spirituelle, absolument inutile de chercher plus loin tant que cela n'est pas fait. Tant que cela n'est pas fait, mes études, l'ordre dans ma colocation, autrement dit, si ma chambre est dégueulasse et si la cuisine est dégueulasse, ma sainteté passe par le nettoyage de la cuisine. Inutile de chercher plus loin. C'est là où Dieu m'attend. Il m'attend dans le l'évier propre et dans la poubelle rangée. Et lorsque je le ferai, je ne ferai que mon devoir d'État. Mais inutile de fantasmer sur l'immense sainteté que j'aurais pu vivre comme, je sais pas, comme père de Foucault dans le désert, puisque dans l'immédiat, ce qui m'appelle, c'est cette poubelle qui pue. Voilà. Le devoir d'État, c'est faire ce qu'on a à faire. Au moment quand cela se présente, le faire de bon cœur, le faire joyeusement, le faire simplement et le faire bien. Et vous imaginez un monde dans lequel les gens s'occupent de leurs affaires et s'occupent bien de leurs affaires. Et après, il y aura d'autres choses que le Seigneur nous proposera, là où il nous invitera, et nous mènera par les chemins de la perfection spirituelle, par la profondeur de la contemplation infuse, par les temps de l'oraison, l'apostolat et la charité extraordinaire. Mais c'est une chose excellente que d'organiser les maraudes pour les SDF. Mais si en partant faire les maraudes, on peut laisser la cuisine dans l'ordre, c'est mieux. C'est mieux. Voyez-vous, Dieu m'a confié, voyez-vous, la charité s'organise en cercle concentrique. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi-même. Vis-à-vis de moi-même, on peut s'aimer d'amour de charité, on s'aime mal, et on apprend à s'aimer bien. Et nos prochains les plus proches, dans l'ordre en quelque sorte naturel. Et ça coule, et ça respire, et tout le monde est content. Et tout est à sa place. Et c'est ça ce qu'à la longue va donner la paix, la tranquillité de l'ordre. Tout est à sa place, tout grandit, tout respire. Et ben voilà. Et la vie se déploie. Je vous prie. Mon frère, tout à l'heure, vous avez parlé d'Hannah Arendt,
Et si je reprends son ouvrage de 1968, Conditions de l'homme moderne, pour reprendre ces mots, elle dit que le travail permet de tenir en braille de l'homme et lui interdire sa réflexion de pensée. Et pardon, je n'ai pas entendu la deuxième partie. De lui empêcher sa réflexion de pensée. C'est-à-dire que plus elle travaille, moins elle a un temps pour réfléchir en fait, sur sa personnalité et sa vie. Et est-ce que vous ne pensez pas que le travail d'acharnement, si on prend un rythme de classe préparatoire par exemple, peut rendre compte à un élève qu'il travaille énormément, mais qu'il voit ses objectifs en fait s'éloigner de lui, puisqu'il se rend compte tout simplement qu'il n'a pas le niveau et que malgré la dose de travail qu'il fait, il n'arrivera pas à ce qu'il souhaite, et ainsi lui faire douter de son existence de vie, voire de lui faire éloigner de ses rêves. Excellente question, bravo pour les citations. 5 points de plus pour la maison des Gryffondors. Non, je pense que d'abord, recontextualisons la chose. La réflexion sur la condition de travail, la condition ouvrière, qui est très grandement dominée d'abord au XIXe siècle par le marxisme, syndicalisme, anarchisme, et d'une certaine manière dont Hannah Arendt fait ici écho. Et vous avez des choses tout à fait similaires chez Simone Weil, dans ces questions de la condition ouvrière. C'est pas le travail, le sujet de cette année, là, pour les prépas de quelque part, non? Eh ben voilà, c'est très bien. Condition ouvrière de Simone Weil, c'est très bien. C'est le travail déshumanisant. Tout le thème du travail déshumanisant. C'est pas le 19e qui découvre non plus l'artisanat dans lequel l'homme peut s'exprimer, mais l'immense travail à la chaîne où l'homme est devenu en quelque sorte le rajout de la machine. Et donc du coup, c'est plus une personne qui se réalise par l'acte de travail, il n'est qu'une force brute qui s'épuise à alimenter l'univers industriel. Donc ce qui a été mis en scène avec ces fameuses scènes de Charlie Chaplin, c'est quoi, les temps modernes, n'est-ce pas, où il s'épuise dans les mécanismes. Et pour aller un tout petit peu plus loin, dans le même sens, Gustav Anders, qui va écrire Séquence 56, L'obsolescence de l'homme, où il décrit l'homme comme consommateur de divertissement, où l'homme est le rajout, mais non plus d'une machine industrielle, mais où il est le rajout des appareils qui produisent le divertissement. De sorte que même quand il arrête de travailler, il continue de produire l'attention qui doit consommer les produits de masse. Et sous ce rapport-là, Anders a vu d'une manière absolument géniale ce que sera la société de surconsommation d'informations. Tout ça pour dire que le travail par lui-même comporte quelque chose d'ambigu, qu'il peut être humanisant comme il peut être déshumanisant. Et je pense qu'il y a une manière d'étudier bachotage qui a quelque chose de profondément déshumanisant. Et comme j'essayais d'évoquer aussi, il y a une véritable expérience d'étude qui peut nous mener à une certaine croissance. Et pour revenir au fond de votre question, écoutez, dans les classes prépa et dans les concours, il y a quelque chose assez pénible et inquiétant. Bien sûr, on se rend vulnérable dans le sens où on s'expose à un concours. On se rend vulnérable au réel qui va nous renvoyer une note d'une manière impitoyable. Et à la différence de l'univers de Bach, il n'y aura pas de service d'harmonisation des notes parce qu'il y a la logique véritable et juste qui est la logique de concours. Et donc c'est tout à fait normal qu'au moment ou un autre de son parcours, on doute de soi, on n'est pas sûr, on sait que ça peut faire mal, mais je pense qu'il y a aussi une noblesse de s'exposer à ce réel et d'entendre ce que ce réel a à nous dire. Donc lorsque ces pensées vous viennent et vous disent « mais est-ce que je réussirai ?» Ben écoutez, le réel vous répondra.
Vous êtes mauvais juge de vos compétences. Et le réel vous dira si dans ce domaine précis, vous réussirez ou non. Mais là, attention, une immense attention, en très, fainéfi, comme semble-t-il on dit dans le Sud. Faisons attention. Il y a, à une certaine époque de notre vie, une tendance à confondre la réussite scolaire avec la réussite de la vie. Et l'échec scolaire semble dire j'ai raté ma vie. Ne nous trompons pas de ce qu'est la vie bonne et la vie réussie. Et bien sûr, c'est quand même un peu dommage de penser que ma vie s'accomplira du fait que je réussirai le concours. Enfin, dit comme ça, d'une manière brute, de fait, on dit oui, c'est absurde. Mais pourtant, on doit investir une telle énergie psychique, mentale, tout simplement physique, que bien sûr, on mise sa vie en quelque sorte sur ce résultat, mais il faut lever les yeux vers le ciel et voir que l'horizon est un peu plus loin et un peu plus haut et clairement beaucoup plus beau que la question de la réussite au concours. Parce que on peut être un excellent élève, un très bon professionnel et un très mauvais homme.